Mais ce n'était qu'un mauvais rêve. Sans clope, vous vous êtes trouvé bête. Puis, vous vous êtes trouvé beau. Aujourd'hui, vous avez voulu changer les choses, ranger des choses. Et puis, vous avez eu un coup de mou. Le soir, on vous a proposé une petite clope que vous avez poliment refusée. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, vous avez franchi le cap le plus difficile. Le mois sans tabac revient en novembre. Inscrivez-vous sur tabacinfoservice.fr. Il est 19h, merci de nous suivre. Voici les titres de votre journal. Début ce matin, des discussions à M'Tsamoudou pour une sortie de crise après l'insurrection contre le pouvoir en place. La question est maintenant de savoir quel consensus va-t-on trouver pour ramener la stabilité sur l'île d'Anjouan. Nous vous parlerons également de la prise de commandement du nouveau chef de corps des sapeurs-pompiers de Mayotte. Le colonel Fabrice Terrien a été présenté à ses hommes lors d'une cérémonie solennelle présidée ce matin dans le chef-lieu par le préfet de Mayotte. Elle représente le point névralgique de vos trois médias. Les archives de Mayotte la Première vont désormais déménager à l'INA, Institut National Audiovisuel. Pourquoi ce changement? Réponse tout à l'heure avec une équipe venue spécialement de Pet. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci donc de nous accompagner dans ce 19h. La situation à Anjouan reste toujours tendue. Un protocole d'accord a été signé ce matin entre le gouvernement central, un représentant du gouvernorat d'Anjouan, le maire de M'Tsamoudou, ville assiégée, des chefs religieux et des représentants de la société civile ont également participé à ces négociations. Plus de précisions avec Seyd Hachim et Ibrahim Youssouf. Une trêve de quelques heures a été respectée ce jour à M'Tsamoudou. Un arrêt des hostilités entre militaires et les insurgés. Un répit négocié par la cellule de crise composée la veille pour tenter de résoudre la crise des insurgés. Ce vendredi, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement central, le gouvernorat d'Anjouan et le maire de la ville assiégée, M'Tsamoudou. Le protocole demandait un cessez-le-feu mais exigeait le dépôt des armes avant 18h ce vendredi. Les insurgés n'ont pas encore rendu les armes. Donc on a prolongé, on a sollicité, c'est-à-dire la notabilité de la ville a sollicité une prolongation du délai. Cette prolongation vous a été accordée? Accordée, mais là il y a une divergence de vue. Le directeur de cabinet du président Zali ne voit la fin de cette prolongation ou voit la fin de cette prolongation pour demain matin. Alors que la notabilité de la ville avait suggéré d'avoir au minimum 48 heures pour pouvoir essayer de régler le problème. Que comptez-vous faire à présent? La population va essayer de rencontrer les enfants armés et de les persuader à se désarmer. Bon, ça c'est ce qui est convenu. On veut éviter la guerre à tout prix. Et pensez-vous pouvoir le faire? Le problème c'est que nous, en tant que médiateurs bénévoles, nous n'avons pas pu rencontrer les belligérants. On n'a pas pu avoir accès à eux. Donc on ne sait pas trop quelles sont leurs vraies intentions. La situation sur l'île d'Anjouan reste encore tendue. Cette nuit, une dernière tentative de désarmement des enfants armés va être négociée pour éviter le pire au lever du jour. La sécurité routière a fait l'objet d'une opération de sensibilisation ce vendredi à Koungou. Il a été question notamment du port de la ceinture. L'opération menée par le Centre d'animation jeunesse a connu cependant quelques couacs. C'est tout de suite le reportage de Gervais Nicheux et Fahar Ousseni. Aujourd'hui, on a eu ça, nouveau, mais malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore eu la chance de l'utiliser. Et pourquoi? Parce qu'il y a une panne de courant. C'était pas prévu? Ben oui. En fait, le courant, il y en a, mais le souci, c'est que ce n'est pas suffisant pour mettre en marche la machine. Donc, l'opération a échoué?
Je ne dirais pas comme ça échouer, non, parce que là, on est toujours en train de voir tous les moyens possibles pour que ça soit en marche. Voilà, donc c'était tout juste une interview d'Atouman Rajabou, membre donc, de l'Action Jeunesse à Koungou pour cette opération de sensibilisation sur le port de la ceinture dans nos voitures. Prise de commandement, je vous le disais, prise de commandement du nouveau chef de corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, le colonel Fabrice Terrien, a été présenté à ces hommes lors d'une cérémonie solennelle présentée à Mamoudzou par le préfet Dominique Sorin. Le nouveau patron des soldats du feu de notre département s'engage à mettre au service de la population sa longue expérience de terrain et de management. Le reportage de Géveniche et Faroussini. C'est un moment fort dans la vie du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte. La prise de commandement du colonel Fabrice Terrien a eu lieu lors d'une cérémonie solennelle au cœur de Mamoudzou. Le patron des soldats du feu est un homme d'expérience. Le préfet attend beaucoup de ce nouveau collaborateur, âgé de 48 ans, marié et père de 3 enfants. Le ZIS a été créé à partir de zéro, presque ici à Mayotte, et il y a eu un développement considérable en très peu d'années. Mais il va falloir continuer maintenant ce plan en termes immobiliers, en termes de maillage du territoire. Et là, il y a un travail des élus qui est très important en la matière. Près de 14 000 interventions déclenchées l'année dernière depuis le centre de traitement de l'alerte implanté dans la caserne de Kaweni. Pas de doute, le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte a du pain sur la planche. Mais pour accroître la réponse opérationnelle de ce service de sécurité civile, le nouveau chef de corps doit relever plusieurs défis. En premier lieu, la vétusté des locaux. Compte tenu des exigences de service qui existent, il est important d'avoir des locaux plus adaptés. Je vais prendre un exemple. Les véhicules, lorsqu'ils sont dans des espaces clos, ils sont mieux protégés. Les véhicules de secours d'urgence aux personnes, ils doivent être installés dans des travées particulières pour améliorer l'hygiène. Bientôt, nous devrons prendre en considération le traitement des fumées sur les vêtements. En tout cas, il y a des démarches et des réflexions en cours sur ce sujet-là. Tous ces éléments nous amènent à reconsidérer les casernements et à les adapter. Pour accueillir les services de l'état-major dans de nouveaux bâtiments et améliorer la robustesse du centre opérationnel, un effort financier de 35 millions d'euros est nécessaire. Le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours vient d'approuver ce budget. Nous allons démarcher pour qu'on puisse l'avoir. Donc, actuellement, nous avons déjà lancé une opération à Petit Terre, une autre qui est de nouveau lancée à Kahani, qui est l'école départementale et aussi la caserne de Kahani. Donc ces 2 opérations, on les a lancées par rapport au prêt que nous avons contracté avec l'AFD. Donc les autres projets à venir, il faudra voir avec le département bien sûr pour qu'ils puissent nous accompagner là-dessus. Dans son plan de modernisation, le service départemental d'incendie et de secours annonce l'activation imminente d'un compte Twitter, un compte où seront disponibles des informations sur les moments importants de la vie du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte. Elles font partie du patrimoine du département, mais elles sont surtout l'âme de votre station Mayotte, la première. Je vais parler de nos archives, vos archives. Toute cette semaine, une équipe spécialement venue de Paris est venue accompagner nos documentalistes pour un transfert de ces précieux documents à l'INA, Institut national audiovisuel. Et pour en savoir davantage, les 2 personnalités nous ont accordé un entretien juste avant ce journal. En voici le contenu. Geneviève Abadi, chef de projet à l'INA, Institut national audiovisuel, et Adrien Laplaza, technicien audiovisuel avec Tracom, cette société donc, qui a été choisie pour vous accompagner dans cette opération de déménagement. Tout d'abord avec vous, madame, en quoi consiste justement cette opération de déménagement de nos archives? Alors l'opération de déménagement, c'est une opération intermédiaire. Les archives de Mayotte Première vont être sauvegardées, c'est-à-dire copiées sur des fichiers numériques de qualité professionnelle pour intégrer les bases de l'INA et pour également être disponibles à Mayotte Première pour continuer les sujets à base d'archives, les productions à base d'archives, pour pouvoir faire cette sauvegarde, cette copie des supports, des cassettes DVC en fichiers professionnels,
nous devons les envoyer dans les locaux de Réunion Première, où sont installés les 2,5 tonnes de matériel professionnel de Vectracom, la société qui a été choisie par l'INA, effectivement, au terme d'un marché public, un appel d'offres, pour sauvegarder toutes les archives de l'outre-mer première. Nous terminons en fanfare, nous terminons par Mayotte première. Adrien Laplaza, techniquement, comment s'opère ce genre de transfert? Donc une fois que nous récupérons les cassettes, on les identifie par rapport à la base de données, le travail en amont qui a été fait par l'INA et les vidéothécaires locales des stations. Ensuite, nous visionnons en accéléré la cassette afin de chercher les programmes qui ont été réalisés par la station de télévision. Et nous en profitons pour regarder l'état de la vidéo, si elle a besoin d'être nettoyée. Nous avons le matériel adéquat pour faire la réparation ou le nettoyage de la bande. Ensuite, nous passons à la numérisation, 16 numérisations en temps réel, en direct. Et une fois ce processus fini, nous passons au contrôle qualité. Donc nous vérifions si la numérisation s'est bien passée, si tout le programme a bien été pris. Et ensuite, nous les stockons sur des LTO qui seront envoyés à l'INA et dans la station locale, qui permettent de supprimer les supports physiques des cassettes pour passer à des supports LTO qui sont bien plus petits et contiennent beaucoup plus de fichiers. Donc c'est un gain de place au final et de qualité. Alors, vous m'avez parlé tout à l'heure d'un transfert chez nos voisins à Réunion la Première. C'est un transfert temporaire, définitif. Comment les choses vont se passer? C'est un transfert temporaire. Nous avons recueilli, si je puis dire, en tout cas nous conservons à l'INA dans des conditions professionnelles, magasin avec une température contrôlée, une ventilation, une certaine hygrométrie. Nous conservons déjà les premiers supports de Mayotte la Première. Toute la période des années 80, la période des années 90, puisqu'un premier transfert a déjà eu lieu de Mayotte la Première à l'INA pour la partie ce qu'on appelle les supports bêta. Je suis désolée, c'est un langage un peu béotien, c'est un support professionnel qui va couvrir le milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90. Les DVC sont les supports les plus récents, ils sont encore utilisés. Ils vont temporairement à La Réunion, ils vont faire juste un aller-retour, le temps d'être sauvegardés. Pour sauvegarder un support, il faut accepter de l'immobiliser quelques instants, parce qu'effectivement, les supports peuvent être aussi un peu dégradés, peuvent être difficiles, peuvent être cassés. En termes d'image, depuis DVC, Beta, Cam jusqu'à nos jours est régulé au même niveau, c'est quand même assez conséquent, techniquement parlant. Tout à fait. Donc, en fait, nous, on récupère donc surtout la base qui a été faite avant et on a une machine qui nous permet de... On regarde s'il y a des encrassements sur la bande. Si la bande est cassée, nous avons le savoir-faire pour la réparer. Et ensuite, nous regardons aussi la qualité de la vidéo. Nous avons 2 processus pour restaurer la bande. Une machine qui permet simplement de nettoyer, d'enlever les champignons, les choses comme ça, dues aux mauvaises conditions de stockage des programmes, des supports. Et nous avons, s'il le faut, carrément un four qui permet de chauffer la bande pendant 48 heures pour décoller tous ces petits problèmes, moisissures et autres. Et ensuite, la machine à nettoyer permet de racler la bande avec des petites lames de rasoir pour enlever tous ces petits défauts. Et ensuite, donc, nous repartons sur la numérisation en temps réel. La bande, si elle fait 2 heures, ça numérise pendant 2 heures. C'est pour ça que le support est immobilisé pendant le traitement des données. Et ensuite, donc, on a d'autres logiciels avec Tracom qui nous permettent de faire un petit peu de restauration d'image, des bains chimiques pour les problèmes de colorimétrie des plus anciennes bandes, et ainsi de suite. Dans un tout autre domaine, fini les locaux exigus du Pôle emploi à Kaouini en face du magasin Tati. L'agence a déménagé quelques mètres plus loin, en face toujours de la route nationale, afin de permettre un meilleur accueil du public. Il murmure d'ailleurs que ces nouveaux locaux seront inaugurés avant la fin de l'année par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur place Général Atoumani, Daniel Abdou. À Kaouini, le bâtiment estampillé CSSM toujours en travaux. Bâtiment pourtant investi depuis 2 jours par l'agence Pôle emploi. Une découverte pour ce jeune homme inscrit en tant que demandeur d'emploi depuis novembre dernier, accompagné ce jour de son éducatrice. Nous venons d'ailleurs de l'ancienne adresse qui était fermée. Nous arrivons là. Écoutez, c'est plutôt spacieux et accueillant. Je travaille à la protection judiciaire de la jeunesse. Je suis éducatrice et nous sommes en train de chercher des emplois puisque ce jeune homme a réussi sa formation au BSMA, qu'il a obtenu son permis et que nous cherchons actuellement un emploi dans les espaces verts. Ça va, c'est accueillant, c'est classe.
Oustaoui. Jusqu'ici, les salariés de l'agence se sentaient pour le moins confinés, eux aussi. Vous accueillez jusqu'à combien de personnes par jour, par exemple? J'ai pas les chiffres exacts, mais ça peut aller jusqu'à 600, un peu plus. Donc on était à l'étroit, là où on était. Mais maintenant, avec la salle d'accueil qu'on a, c'est plus spacieux, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est plus agréable de travailler dans cette ambiance-là. Des locaux 3 fois plus grands, mieux adaptés et surtout équipé d'outils informatiques qui permettra dès lundi de pouvoir s'inscrire et se réinscrire en ligne, de pouvoir chercher des formations ou des offres d'emploi. C'est aussi un espace qui va accueillir de nouveaux outils, des outils qui vont permettre en tout cas de pouvoir identifier les demandeurs d'emploi qui ont rendez-vous. 12 800 à 13 000, c'est le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Mayotte qu'on espère ici mieux orientés. Fini d'ailleurs l'appel au 39 49 pour une préinscription. Tout se fait désormais en ligne. Demain, donc lundi 22 octobre, c'est une inscription en ligne. L'inscription en ligne, c'est une vraie inscription. Dès le lendemain, le demandeur d'emploi a sa notification d'inscription. À partir de là, nos équipes vont traiter à distance, puisqu'on ne l'a pas dit, mais c'est aussi une dématérialisation des documents. Les demandeurs d'emploi pourront de chez eux, de l'association, d'une structure, du MSAP ou de chez nous, télécharger des documents qui seront traités en 48 heures. L'objectif de ce nouveau projet, c'est de faire en sorte que le demandeur d'emploi, très très vite, il sache s'il a des droits ou pas. Et s'il en a, combien. Nouveau process pour espérer trouver un emploi plus rapidement. Des points relais Pôle emploi sont d'ailleurs implantés près de chez vous. Renseignez-vous auprès de vos collectivités respectives. Football, après la récente visite de Hubert Fournier, l'actuel directeur technique national de la Fédération française de la discipline, Mayotte reçoit pour une visite éclair cette fois-ci de Pascal Parent, président du district de Lyon et du Rhône, membre du comité exécutif des 3F, mais également élu en charge de l'outre-mer. Il vient nous rendre visite. Nous venons de l'apercevoir avec le président Mohamed Banariziki et l'actuel directeur général de la Ligue mahoraise de football, Aurélien Timba Elombo. Monsieur Pascal Parent, bonsoir et merci de nous rendre visite et d'être sur ce plateau ce soir. Merci de votre invitation. Alors, nous avons l'impression que de plus en plus, Mayotte est au cœur des instances fédérales. Je viens de citer la visite récente de Hubert Fournier et maintenant la vôtre. C'est pour dire que c'est un gros chantier que représente le football mahorais aux yeux de la Fédération française. Tout à fait. Depuis son élection, le président Le Gret, j'ai l'honneur d'appartenir à son équipe depuis 4 ans au comité exécutif de la Fédération, a entrepris vraiment une politique très volontariste à destination de nos territoires ultramarins, nos ligues ultramarines. Et effectivement, il était important pour nous de continuer à accompagner l'excellent travail qui est fait ici par mon ami et président de la Ligue, Mohamed Bouanariziki, comme vous l'avez signalé. Et comme j'ai rejoint effectivement une délégation de la Ligue du football amateur qui était présente sur Réunion et Mayotte cette semaine, j'ai pu les rejoindre un petit peu plus tard, mais il était hors de question pour moi de ne pas visiter Mayotte, qui était la dernière ligue d'outre-mer que je ne connaissais pas, ayant la chance de connaître toutes les autres. Oui, une visite éclair de 24 heures. Un petit peu trop rapide. Oui, c'est très insuffisant, mais vous avez certainement un aperçu de notre football, ses institutions, mais également surtout ses structures et ses infrastructures. Et ce côté-là, cela fait énormément défaut pour l'épanouissement de notre jeunesse. On est tout à fait d'accord, et c'est d'ailleurs tout le sens de la visite de la Ligue du football amateur, pour rappeler toute l'importance et le caractère, comment dirais-je, précieux du fonds d'aide au football amateur, qui permet d'accompagner les collectivités, les propriétaires d'équipements, donc notamment les collectivités, dans tous les projets qu'elles peuvent avoir de rénovation d'installations, de construction d'installations nouvelles, etc. Donc effectivement, ici, il y a le grand chantier du stade de Cavani qui est en cours et qui est très bien, qui a pris un petit peu de retard d'après ce qu'on m'a dit, mais qui avance. Donc ça, c'est une belle chose. Mais il y a effectivement tous les autres terrains de foot, dont la plupart, par exemple, n'ont pas de vestiaire. Et le fonds d'aide au football amateur, ce fameux FAFA, permet d'aider les collectivités, les clubs, à construire ces équipements manquants. Donc nous sommes là pour rappeler la procédure.
J'ai vu, même si ma visite est rapide, vous l'avez rappelé, le représentant de l'État, le représentant du conseil départemental. Tous sont prêts à se mobiliser, à mobiliser des financements autour de projets qui nous arriveraient au titre du Fonds d'aide au football amateur. Et à partir de là, c'est un appel que je lance un petit peu aux municipalités. Les clubs proposent à ces municipalités des projets. N'ayez pas peur de les accompagner parce que nous sommes là, l'État est là, le conseil départemental est là pour cofinancer avec elles. Alors l'argent public est rare, on est bien d'accord. Hein. Voilà, mais on peut les aider à cofinancer de façon tout à fait substantielle. Voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais juste un petit mot. Le représentant maoré, le Football Club de Msapere, va donc disputer le 7e tour prochainement. Vous lui souhaitez une équipe de nationale, de CFA 2, de CFA? Alors, il aura le choix entre une équipe de National 1, National 2 ou les 7 premiers actuels du classement de National 3. Alors, si on se dit que il faut qu'il passe, ce sera plutôt National 3, mais ça peut être aussi une très belle expérience de rencontrer une National 1, bien sûr. Et puis, donc, du coup, 8e tour et 32e, là où rentre le monde professionnel. Et bientôt 2 équipes à Mayotte. Dès que le stade sera fini, on pourra qualifier 2 équipes, une qui viendra en métropole et l'autre qui sera accueillie ici. Et c'est tout le mal que nous souhaitons à notre jeunesse de pouvoir accueillir à nouveau, comme les années passées, il fait un temps, les équipes métropolitaines ici à Cavani. On termine avec une note de musique. Un groupe de rock malgache fait sensation actuellement dans l'Hexagone. Les Dizzy Brains, c'est leur nom, sont pourtant moins populaires dans leur pays, la grande île si vous voulez. Notre équipe de Outre-mer Première l'a rencontré au Festival de Jazz à Nancy. Toujours ces gueules d'adolescents, mais lorsqu'ils se mettent à jouer, les Dizzy Brains, ces rockers en provenance de Madagascar, ne laissent pas indifférents. C'est la seule explication à leur programmation au Nancy Jazz Pulsation, le coup de cœur. C'est un super groupe de punk rock joué par des jeunes malgaches et c'est ça qui m'a plu. C'est aussi bête que ça, c'est très simple. Lorsque nous les avions découverts il y a 2 ans, ils donnaient résolument dans le punk, manière d'exprimer leur rage contre la corruption des politiques à Madagascar. Aujourd'hui, les compositions de leur second album sont plus rock, mais la colère imprègne toujours leurs textes. Pourtant, ils ne sont pas prophètes dans leur pays. Si vous voulez vraiment changer le pays, pourquoi vous l'avez fait en France ou en Corée ou en Allemagne ou comme ça, quoi. Donc tout ce que nous, on peut répondre à ça, c'est que on veut partager tout ce que les Malgaches vivent dans le monde entier. Donc dédicace à tous les politiciens corrompus du monde entier, qu'ils soient français, anglais, américains, mais surtout malgaches. Car rançon du succès, ils sont en tournée internationale depuis avril et jusqu'à la fin de l'année. Ils ont aussi signé avec un label français. Ici, l'accueil du public qui les découvre est plutôt bienveillant. C'est génial. Bah ouais, fabuleux, fabuleux. Excellent, excellent. On les réinvite quand vous voulez, j'ai garde à la maison même si vous voulez. Une très bonne énergie, limite punk par moment sur les premiers morceaux, et un très bon moment. Prochain concert le jeudi 25 octobre à la Maroquinerie à Paris. Rappel du titre principal de notre édition avant de se quitter. Début donc ce matin des discussions à Mutsamoudou pour une sortie de crise après l'insurrection contre le pouvoir en place. La question est maintenant de savoir quel consensus va-t-on trouver pour ramener la stabilité sur l'île d'Anjouan. Dans un court instant, j'aurai le plaisir de vous retrouver sur ce même plateau pour la version mahoraise de cette édition. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Ce week-end, Papino Zaidani sera à la même place, si vous voulez, au même endroit pour vos éditions de samedi et de dimanche. Passez une agréable fin de soirée. Encore une fois, merci de votre fidélité.